Paris Radio Show. Audio, musique, podcast. Je suis heureux de partager, de vous retrouver ici, mon amour pour la radio, pour la voix et ce beau média qui est l'audio. Ce média qui vous accompagne le matin, sous la douche, dans les transports en commun, dans les embouteillages, quand vous êtes énervé, fatigué le soir avant de vous coucher, qui génère chez vous des émotions. Et c'est tout cela qu'on va décrypter, qu'on va découvrir. On va essayer d'avoir avec nos invités des pistes de réflexion, des ouvertures sur des nouveaux moyens de raconter des histoires et d'aller encore plus loin dans l'immersion, dans l'interactivité et pourquoi pas peut-être un jour dans vos frigos s'ils sont connectés, peut-être qu'on pourra imaginer des choses avec vos frigos connectés, on le verra tout à l'heure avec Amaury. Je vais vous laisser vous présenter les uns après les autres et puis ensuite on rentrera dans le vif du sujet, comment nous avons et comment nous allons et peut-être vous allez augmenter l'écoute de vos programmes. Bonjour Lidwin, est-ce que tu peux te présenter ? Oui, alors donc je m'appelle Lidwin O, je travaille dans le son depuis plus d'une vingtaine d'années. Depuis 2 ans, je suis chez Audible et j'ai rejoint le studio Audible en France pour la création de fiction sonore, de documentaires immersifs. Je me suis spécialisée dans la 3D audio. J'ai travaillé pendant plus d'une dizaine d'années chez France Télévisions sur le son binaural et j'ai aussi travaillé chez Radio France avant. Donc voilà. Grosse expérience dans l'immersion. On va y revenir juste après. On va présenter Mohamed. Bonjour. Mohamed, tu as un problème de micro. Alors, c'est au micro. Hop. Ah si, le voilà. Ça a l'air de marcher. Alors bonjour, moi c'est Mohamed Davo, donc je suis à la base informaticien et j'ai créé avec mes compères il y a 3 ans, 3 ans et demi maintenant, Blabla Foot. C'est une app audio de débat participatif. C'était le Clubhouse avant l'heure, on l'a fait avant eux. Notre idée a traversé l'Atlantique depuis. Et puis aujourd'hui, je viens vous parler de l'interactivité dans des apps audio telles que Blabla Foot. Voilà. Merci beaucoup, Mohamed. Et donc, Amaury. Bonjour. 1, 2. Oui, Amaury Deslois, bonjour. Je suis dans le digital et l'interactif depuis le début du digital, parce que j'ai commencé par l'informatique, puis on a commencé à y mettre de l'intranet et de l'extranet, donc tous ces contenus et donc la publicité. Et depuis 2017, je bosse avec mes associés sur l'interactivité et l'assistance vocale, particulièrement dès que Google et un certain nombre de noms américains sont arrivés sur le marché qu'on connaît tous. On a commencé à développer des programmes comme ça et maintenant donc on a fait du 1D, du sonore pur. On est passé au 2D donc pour intégrer l'assistance vocale un peu partout, ordinateur, téléphone, avec des technologies ouvertes. Et là, on vient de lancer une deuxième société qui est une filiale à 100% qui fait que du méta, c'est-à-dire de l'avatar, votre Talking Twins, votre jumeau numérique qui va se mettre à pouvoir parler aussi pour vous à un certain nombre de moments. Donc voilà, du vocal et de l'interactif. Super. Et donc, Coralie, pour terminer, on découvrira ce projet. Je vous invite à être très attentif jusqu'au bout. Coralie, bonjour. Je ne peux rien en dire du coup, c'est ça ? Rien du tout. Non, compliqué. Si, allez, faisons un petit teaser. Bonjour, donc moi je suis Coralie Piton. Ça fait 20 ans que je travaille dans les industries culturelles et du divertissement de manière générale. Après plusieurs années chez Canal+, ou à la FNAC où je gérais le livre, un petit passage chez De Vialet pour apprendre ce qu'était le son et le bon son. Et depuis 1 an et demi, je dirige une société commune entre Bayard, Radio France et la Caisse des dépôts qui s'appelle La Chouette Radio et qui a lancé une offre à destination des enfants fin 2021. Très bien, merci beaucoup. On va creuser tout ça juste après. Je vous invite, avant qu'on commence, à essayer d'augmenter cette expérience de conférence, peut-être nous poser vos questions ou partager les moments forts de cette conférence, peut-être en nous retrouvant sur les différents réseaux sociaux pour venir essayer d'ajouter notre expérience. Cet audio augmenté, on va en parler, on va prendre le premier volet qui est finalement cette expérimentation, cette immersion. Alors, tu as parlé du son binaural. Moi, dans le salon, on en a pas mal parlé déjà. On a des gens qui sont intéressés beaucoup au sujet. Mais si tu devais nous définir très rapidement ce que c'est le son binaural, ce son immersif, qu'est-ce que tu nous dirais ? Alors, je dirais que le son binaural, c'est
la capacité qu'a notre... Donc le son binaural, c'est le son qu'on entend dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, sans casque, sans enceinte, quand vous entendez votre vie de tous les jours, elle est en binaural parce que vous avez 2 oreilles, que vous entendez la provenance d'un son, que vous savez que votre cerveau sait discerner si un son est derrière, devant, au-dessus ou en dessous. Même les yeux fermés, votre cerveau sait détecter ça alors qu'il n'a que 2 oreilles. Il n'y a pas une oreille au-dessus de la tête, il n'y a pas une oreille derrière. Ce qui veut dire que votre cerveau sait décoder des informations qui sont au nombre de 2 seulement. C'est les 2 sons qui arrivent à l'entrée des 2 oreilles. Comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce que un son qui serait, il y a de l'image, hein, un son qui serait émis ici va arriver un tout petit peu plus tôt, un tout petit peu plus fort sur cette oreille-là que sur cette oreille-là. Et en plus de ça, il va être filtré par la forme du pavillon qui va générer des déformations fréquentielles. Donc un même son va arriver presque pareil aux 2 oreilles, mais pas tout à fait. Et de cette différence qu'il y a entre l'oreille gauche et l'oreille droite, votre cerveau va en déduire la position. Donc ça, c'est comment on écoute dans la vie réelle. Mais vous comprenez bien que ça nécessite d'avoir 2 sons différents seulement et que donc avec un casque, on peut reconstituer une écoute tridimensionnelle parfaite qui ressemblera à celle de la vraie vie. C'est-à-dire que vous entendrez des sons très très proches, très très loin et vous entendrez tout autour de vous et avec un système qui est quand même très simple puisque tout le monde possède un casque stéréo. Voilà, donc ça c'est la manière simple d'expliquer ce que c'est que le son binaural. Et après évidemment, il y a on a plein de possibilités pour toucher les auditeurs avec ce son binaural et ça on pourra en parler. Parce que déjà dans la radio, on a beaucoup d'immersion via le design sonore. Je prends souvent l'exemple de quand j'avais une quinzaine d'années dans ma chambre d'ado, j'écoutais C'est beau une ville la nuit avec Richard Boringer. On avait plein comme ça de bruits. Je me souviens d'un épisode avec des bruits de taxi, de voitures et tout ça. Là, on était en stéréo. Probablement, je devais l'écouter sur une enceinte voilà, normale. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme expérience immersive pour aller encore plus loin avec ce son binaural? Alors, le son binaural, ce n'est qu'une technique, effectivement, et elle doit être mise au service d'une narration, d'une histoire, d'une pensée, de la volonté de créer des émotions. Donc, le son binaural, ce n'est qu'un outil à utiliser. Il faut l'utiliser au mieux, et c'est pour ça que même sur une enceinte mono, on peut vivre beaucoup d'émotions, etc. D'ailleurs, je précise qu'une enceinte mono, il y a déjà quand même une dimension qui est assez grande parce que ça peut être de très proche à très loin, et c'est déjà pas mal. Et en plus, on a l'acoustique de la pièce. Enfin, la spatialisation, elle est pas si basique que ça. Donc en fait, il y a effectivement la question de la construction. Donc il y a la manière dont on va toucher les gens avec une histoire, avec une narration, et ça c'est vraiment c'est le nerf de la guerre. Voilà. Et des comédiens hein, ou des gens qui sont forts ou qui ont des choses intéressantes à dire. Ça c'est le contenu est évidemment le plus important. Mais la technique peut transcender le contenu et alors dans le cas du son binaural, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est dans un changement de paradigme. Parce que comme on peut faire apparaître, on peut mettre l'auditeur au centre d'une scène, il est plus devant une scène. Jusqu'à présent, même au cinéma, on n'est pas dans la scène. On est dans un siège, dans un fauteuil de cinéma et on regarde ce qui se passe devant nous. Je dirais que les 2 médias qui peuvent se rapprocher un peu de ce qu'on peut vivre en son binaural, c'est la réalité virtuelle et le jeu vidéo, qui ont dans leur ADN de mettre l'utilisateur au centre d'une histoire, dans leur ADN narratif en fait. Et ils donnent une place en fait à l'auditeur, enfin à l'utilisateur dans ce cas-là. Et ça, c'est quelque chose dont on s'inspire parce que quand on veut créer du contenu pour l'audio 3D, effectivement, on peut spatialiser de la musique, ça va avoir un effet qui est vraiment très très qualitatif. Hein. Mais on peut aller beaucoup plus loin en changeant le paradigme de la narration en fait et en donnant une place à l'auditeur. Donc il faut il y a vraiment un gros travail d'écriture pour imaginer ce qu'on va vouloir faire vivre réellement avec le son. Sans rentrer dans tous les détails techniques, comment ça se passe un tournage en son binaural? Quelle est la méthode très simple de captation? Il y a des choses spécifiques à voir? Alors en fait, il y a deux méthodes de captation. Il y en a une qui
nécessitent de faire de la post-production et de spatialiser les sources a posteriori. Et il y en a une qui consiste à mettre une tête de captation binaurale qui va enregistrer déjà en stéréo et déjà de manière spatialisée. Il y a des avantages et des inconvénients dans les deux techniques. Et dans la première, celle qui consiste à mettre des micros séparés, ça va permettre la compatibilité avec beaucoup de formats, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le mixer dans plein de formats différents, y compris sur enceinte, ce qui n'est pas négligeable comme possibilité. Mais tout simplement, je dirais que quand on fait une captation en binaural uniquement pour l'audio, on fabrique la séquence, on fait une mise en scène qui va devoir être visualisée par l'auditeur. C'est-à-dire que l'auditeur va se créer des images mentales et il faut que cette mise en scène sonore qu'on ait faite, y compris les déplacements, y compris les positions des gens les uns par rapport aux autres, des personnages par rapport à l'auditeur, des personnages dans une pièce, tout ça, il faut le prévoir, il faut le scénariser. C'est une pièce de théâtre. L'auditeur n'a pas toujours la place du spectateur, mais en tout cas, c'est une pièce de théâtre. Et il faut vraiment y penser comme ça. Et évidemment, si on n'a pas d'image, il faut vraiment se dire que si quelqu'un se déplace sans faire de bruit, on comprendra pas qu'il s'est déplacé. Donc, soit il faut qu'il parle, soit il faut qu'il dise qu'il se déplace, soit il faut qu'on dise « Oh, tu es apparu !» si quelqu'un apparaît, parce que quelqu'un qui apparaît comme ça sans son, voilà. Donc, il y a beaucoup de choses qu'il faut rendre sonores. Il y a plein d'artifices à utiliser. Comme au cinéma, on va rajouter des bruits de pas pour bien faire comprendre que la personne avance dans du gravier. Tout à fait. Il y a plein de manières d'expliciter les choses qui ne sont pas visuelles. Mais ce qui est important, c'est de se dire qu'en fermant les yeux, l'auditeur va se projeter tout de suite dans une scène. Et il va avoir des images mentales. Il y avait une masterclass sur l'audio et l'imaginaire hier qui était absolument fabuleuse, où justement avec certains mots, certains thèmes, je l'écouterai en replay. On va aller se projeter, notre cerveau va faire le boulot et va matérialiser finalement l'image de. La petite dernière question, c'est finalement, je suis une radio, j'ai des programmes de radio, ça peut être de la fiction, voilà, et j'ai envie d'imaginer un format en binaural. Est-ce que je peux le réexploiter sur mon antenne radio classique ? Alors, si le son est binauralisé sur 2 pistes, il y a assez peu de problèmes pour qu'il soit diffusé sur des enceintes. Ça va faire de la stéréo. Il n'y aura pas l'immersion totale si on est juste sur des enceintes, mais ça ne sera pas un contenu dégradé. C'était ça ta question ? Oui, c'est ça. Voilà, c'est ma réponse. Donc, on peut imaginer une fiction qui serait plutôt à destination du numérique en son binaural, mais quand même venir la réexploiter sous forme d'un podcast ou d'une radio, d'un flux radio diffusé classique. Alors, je pense que oui, pour la plupart des contenus. Après, si on a vraiment joué sur des choses qui arrivent par derrière et s'il faut vraiment qu'il soit clair que une personne est à l'arrière de l'auditeur parce que dans la narration, c'est très important, ça va être perdu. Donc, oui, mais il faut faire attention. Ça confirme la question, le sujet de on ne peut pas tout exploiter chacun de ces contenus tout le temps parce que les codes, les modes, les usages ne sont pas les mêmes. Il faut peut-être mixer différemment pour arriver à... Ok. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, on moi j'ai plein de questions. Tu as des questions, donc Mohamed. Oui, j'en ai plein, mais bon, je vais en poser 2 plutôt. On est dans l'histoire du podcast augmenté là, finalement. Quand tu me proposes du son binaural pour un podcast, c'est que tu me permets de me mettre en plein centre d'une pièce de théâtre, c'est ça ? Oui. Pour que je le vive comme si j'y étais. Exactement. Ou d'un match de foot. Ok. Ou d'un match de foot. Bah oui, tout à fait. Et ce qui serait génial, c'est que tu me passes un match de foot dans mon podcast comme si j'étais sur le terrain. Mais tu sais, là, je suis l'arbitre du terrain. Ouais. Tu vois ? Et que alors, on a déjà fait des prises de son à la place du chef d'orchestre, à la place du batteur, complètement face au public au lieu de tout ça. Oui, c'est possible. Et du coup, je revis mon match en replay, mais je suis l'arbitre. Et donc, tout ce qui se passe à droite, à gauche, en haut, en bas, dans les tribunes, tout ça, je le ressens comme si j'étais sur le terrain. Alors, la BBC a fait des tests comme ça où c'est dans la tribune des 2 équipes adverses. Et donc, en fonction de l'équipe que tu soutiens, tu peux être avec les supporters d'une équipe ou de l'autre. C'est top. Ça se trouve sur BBC Tester. Je vois un potentiel de dingue sur ça. J'imagine plein de trucs dans ma tête là, en même temps. Donc bientôt sur du son binaural d'ailleurs, sur Blabla Foot, on en a. Non.
Pas Non, encore. on n'a pas de son binaural sur Blabla Foot. Donc, pour ceux qui ne savent pas, Blabla Foot, donc c'est une app audio de débat participatif qui permet à tout un chacun d'intervenir en tant que chroniqueur sportif le temps d'un live, écouté partout dans le monde par des auditeurs qui sont un peu partout dans le monde. Donc, pour ceux qui connaissent Clubhouse, c'est la même chose, mais sauf qu'on est focus foot. Et on a lancé ça il y a bientôt 4 ans maintenant. Mais il n'y a pas de son binaural. J'imagine que... alors, je ne sais pas trop comment est-ce que ça pourrait se passer si on intégrait du son binaural dans Blabla Foot. C'est-à-dire que finalement, les auditeurs sentent la voix des chroniqueurs, parce que les chroniqueurs sont partout, ils sont dans leur salon, dans leur voiture, etc. Mais qu'ils puissent sentir finalement les différents sons des différents auditeurs selon leurs mouvements, selon leurs informations. Enfin, je ne vois pas trop comment ça se présente. Ça serait bizarre. Non, mais alors je pense que Parce que, il faut excuse-moi, toujours se poser la question de où tu veux mettre ton auditeur. Souvent, tu veux pas le mettre à côté du présentateur, mais plutôt au cœur de l'action. Donc, c'est vraiment la question qu'il faut se poser, c'est quel rôle je donne à mon auditeur. Et là, tu auras la réponse. Tu peux le mettre entre tous les chroniqueurs, pourquoi pas, mais ils seront pas dans le match. Ils seront avec les. Tu peux les mettre où tu veux. Mais il faut que ça ait du sens, effectivement. C'est ça qui est. Je comprends. Parce que nous, on part du principe qu'on est une radio dématérialisée. Donc, ça veut dire que tous les chroniqueurs sont au même niveau, au niveau son. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de différenciation. L'idée, c'est que l'auditeur ait la même expérience, quel que soit le chroniqueur qui parle, qu'il ait un iPhone, qu'il ait un Android ou autre. On est toujours. C'est le parti pris. On ne connaissait même pas la technologie binaurale, pour tout dire. Mais le parti pris, c'était ça. C'est-à-dire que tout le monde tous les auditeurs ont le même niveau sonore, quel que soit le chroniqueur qui parle. Sachant que nos chroniqueurs, nous, ne sont pas en studio. Donc, tout le monde est partout dans le monde. Mais ouais, est-ce qu'il y a une technologie binaurale ou quelque chose qui pourrait ressembler à intégrer? Je ne sais pas. Ouais, À voir, à réfléchir peut-être à l'issue autour d'un café, à l'issue de la table ronde. Alors, si on revient vraiment sur, cette application Blabla Foot, c'est la capacité à tout le monde de devenir chroniqueur. Et ce qui est vraiment intéressant dans cette discussion autour de l'écoute augmentée, c'est comment je vais pouvoir imaginer l'interactivité dans mes programmes radio, peut-être dans mes podcasts, avec des solutions comme la tienne, puisque finalement, à tout moment, c'est un peu le principe de la social audio. Je suis en train d'écouter la radio, j'appuie sur un bouton, et c'est comme si je venais à la porte du studio. Je toque à la porte, j'ouvre la porte du studio avec la porte qui grince et je m'assois autour de la table et je parle avec les chroniqueurs, les invités, les sportifs et les artistes. Merci beaucoup pour cette schématisation parce que c'est exactement ça en fait. C'est notre proposition de valeur, c'est de dire écoute des talk shows comme tu le fais d'habitude. Nous, c'est des talk shows sport, d'accord. Mais à un moment donné, tu peux dire ah mince, j'aimerais bien intervenir là et pas juste poser une question et partir. Non, intervenir dans le débat. Donc, je toque à la porte et l'animateur, il me fait rentrer ou pas. D'ailleurs, il décide s'il me fait rentrer ou pas. Et s'il me fait rentrer, je viens faire le débat. Tout partie du débat. C'est vraiment le but. À la discussion, en fait. Je crée un lien spécifique avec spécial même avec mon audience. Je lui donne la parole et il devient à son tour animateur de la discussion et de l'échange. Enfin, pas animateur, mais il alimente c'est ça. La discussion. Non, mais et c'est pour ça que notre punchline qu'on a choisi depuis plus de 3 ans maintenant, c'est de dire Blabla Foot, le chroniqueur, c'est toi. Donc, nous, il n'y a pas, dans chaque émission, tous les soirs, tu as une émission, par exemple, de 1 heure, par exemple. Les chroniqueurs changent, en fait. Un jour, il y a un chroniqueur qui est à Londres, l'autre qui est à Paris, l'autre qui est à Toulouse et l'autre qui est à New York, enfin, n'importe où dans le monde. Ils interviennent, mais demain, ça ne serait pas forcément les mêmes. Bon, après, sur Blabla Foot, la communauté faisant, il y a souvent les mêmes qui reviennent, ils veulent toujours parler. Bon, c'est comme ça. Mais ce n'est pas obligé que ce soit toujours les mêmes. Donc, ce n'est pas des talk shows où tu as des journalistes ou des consultants qui viennent faire le débat. Non, c'est monsieur et madame tout le monde qui vient faire le débat et donc on fait rejaillir un petit peu le bruit de fond de la société. Et c'est vraiment le but. Mais c'est ça. Et là, tu as dit le mot communauté. Les radios, les médias, derrière tout ça, chaque radio, chaque média a des réseaux sociaux et des communautés qu'ils alimentent. C'est aussi un moyen de leur donner la parole différemment, de venir les faire interagir avec eux, avec leurs animateurs phares. On sait le lien important qu'il y a entre les animateurs des matinales et les gens qui écoutent. Ils s'identifient à eux, ils les réveillent tous les matins, c'est presque des amis de la famille. Enfin, c'est souvent ce qu'on entend quand on discute avec les gens qui écoutent la radio et les grandes radios. On peut imaginer vraiment des belles choses avec ce genre de technologie et puis on a un peu l'impression que ça ne marche pas. Enfin, ça marche techniquement, il se passe de belles choses, mais que personne
quasiment aucun média ne s'empare de ce sujet. Alors, si ça marche quand même, nous, donc, on avait un peu d'avance parce qu'on s'est lancé il y a presque 4 ans. Il y a Clubhouse qui est venu, il y a Twitter qui a lancé son Spaces, c'est la même chose. Il y a LinkedIn qui va faire la même chose, il y a Facebook qui réfléchit. Donc, au final, ça marche quand même. Et on sent qu'il y a quelque chose dedans, cette interaction. Et les communautés, effectivement, certains auditeurs qui s'identifient parfois, comme dans la radio traditionnelle, à certains animateurs et ils viennent les voir tout le temps. Bon, c'est des amis de la famille, même s'ils ne le sont pas réellement. Bah, la même chose se passe un peu sur Blabla Foot, c'est-à-dire que nous, on a 2 fois des animateurs. Donc, mon compère qui est là, Max Lechner, qui travaille avec nous depuis plus de 2 ans maintenant, qui est un top animateur, je peux te garantir que quand il a ses émissions de prévues et qu'on sait que c'est lui l'animateur, il y a certaines personnes qui, d'office, sont là. Enfin, je veux dire, c'est Max qui anime. Ah ouais, c'est de la qualité, donc je viens. Donc, on s'identifie effectivement plus à Max. Peut-être que moi, moi, je suis pas un journaliste à la base, donc de temps en temps, j'anime des émissions. Peut-être qu'il y aura moins d'attrait pour certaines personnes pour venir débattre avec moi sur une thématique donnée par rapport à Max, par exemple. Donc, ça, c'est des choses qui s'arrivent. Et les gens, ils s'identifient. Nos animateurs ne sont pas des personnes, enfin des professionnels, puisque finalement, si, Max est un professionnel. Les animateurs sont des professionnels, mais par contre, c'est-à-dire que tout le monde pourrait être animateur. Et effectivement, ils créent leur propre communauté par rapport à nos auditeurs, et certains auditeurs s'identifient à tel animateur plus qu'à un autre. Alors finalement, c'est intéressant si tu dis tout le monde peut devenir animateur, que ce soit avec ta solution ou d'autres. Effectivement, on est à 2 clics d'une diffusion. Autour de nous, on a des stands avec tout un tas de gros matériel, des systèmes de diffusion en DAB+, en hertzien, tout ça, qui coûtent excessivement cher, qui demandent beaucoup de moyens techniques. Finalement, aujourd'hui, j'ai mon téléphone. Comme avant, je pouvais le faire avec la télé. Je pouvais filmer, diffuser en direct du contenu. Je peux le faire aussi en audio maintenant, avec Twitter Spaces, avec tous les autres qui arrivent, tous les autres acteurs, les gros acteurs qui arrivent. On a presque l'impression que le monde de la radio est en train de faire la même erreur que la télé quand ils ont dit oui, sur YouTube, c'est pas de la télé, quoi. Ouais. Tu fais bien de poser cette question parce que tu as parlé un petit peu du coût. Donc ça, c'est hyper important, c'est intéressant pour des gens qui seraient dans la radio ici. C'est que nous, quand on va voir les radios, parce qu'on discute aussi avec des radios qui s'intéressent un petit peu à notre solution, RMC ou RTL pour ne pas les citer, ils se posent plein de questions, mais on leur dit quelque chose à un moment donné, c'est aujourd'hui, quand vous faites des talk-shows, que ce soit sport, business, etc., vous le faites généralement en studio avec pas mal de devices, des microphones, de la régie, etc., et une infrastructure de diffusion FM. Et tout ça, ça coûte énormément. Nous, on vous dit, oubliez tout cela. Votre station aujourd'hui radio, pour certains de vos talk-shows, bien évidemment, tient complètement dans une app. C'est-à-dire qu'en tant que présentateur, programmez directement vos émissions dans l'app et animez-le en étant peut-être chez vous, d'accord ? Et vos intervenants, vos chroniqueurs le font en étant n'importe où dans le monde. Et surtout, notre technologie vous permet de diffuser évidemment dans l'application, sur Internet, sur les enceintes connectées Alexa, mais également sur vos fréquences FM. Et donc, vous allez vers un coût de production ou de radiodiffusion, je ne vais pas dire qui tend vers zéro, mais qui diminue drastiquement. Et ça, ils l'entendent. Non, mais c'est pareil, c'est un autre outil. Pour moi, c'est la même chose qu'avec le téléphone, la vidéo mobile pour les télés, c'est un nouvel outil. Mais là, on parlait de studio. Vous avez un studio de production avec des équipes, des techniciens, des journalistes. Vous avez juste, entre guillemets, à connecter votre infrastructure technique que vous maîtrisez, que vous connaissez, sur un équipement mobile pour ensuite aller diffuser et exploiter un nouveau mode, finalement, un nouveau mode de narration et d'interactivité avec les audiences. Le bon exemple, c'est je suis une grosse radio, j'ai un artiste qui est interviewé sur mon plateau, j'ai 20 minutes pour parler avec lui parce que derrière, il y a le flash info et donc ça ne peut durer que 20 minutes. Et à ce moment-là, pendant le flash info ou pendant l'épisode de musique, je peux continuer la discussion avec mon audience par de la social audio, quoi. Alors, nous, ce qu'on a proposé, notamment pour RMC, pour ne pas les citer, c'était plutôt de déporter certaines de leurs émissions, certains de leurs talk-shows sur des plateformes comme la nôtre. Alors, cette plateforme, nous, elle peut être en marque blanche dans leur système. C'est pas ça le souci. Mais c'est de dire que tu prends Estelle Midi, ils peuvent faire leur émission, évidemment, sur la radio traditionnelle. L'idée, c'était de faire l'after Estelle Midi, on va dire, où tu pourrais avoir 20-30 minutes avec leur animatrice phare qui viendrait sur la social audio, comme la nôtre, par exemple, et débattre, cette fois-ci en interaction directe avec leurs auditeurs habituels. Donc, c'est en complément, en fait. On vient en complément
pas en substitution, mais en complément de leurs émissions traditionnelles, leur talk show traditionnel qui se fait sur leurs canaux. Juste pour terminer, avant de me retourner vers Amaury, il y a aussi une application qui est en train d'arriver, qui est portée par Amazon, qui s'appelle AMP Live. On pourrait presque imaginer que c'est un tueur de radio. Volontairement, je dis ce mot-là, parce que bien évidemment, ça ne va pas tuer la radio, mais on aura la possibilité d'animer des talks, faire venir monter des intervenants, mais aussi on aura accès à tout le catalogue musique d'Amazon. C'est-à-dire que je peux monter, quand j'aurai accès à cette application, une émission de radio où les droits seront gérés par Amazon. Je n'aurai pas besoin de payer des droits. Donc, n'importe qui pourra intégrer Daft Punk dans sa production. Et tout ça, il n'y a pas... Bon, pour l'instant, c'est accès réservé, mais on peut imaginer qu'ils intègrent ça dans leur offre Prime habituelle sur laquelle ils rajoutent tout un tas de choses. Donc, il y a vraiment des choses qui se passent et je vous invite toutes et tous à jeter un œil sur ces nouveaux moyens de peut-être transformer, imaginer des nouveaux programmes parce que demain, il y aura des AMP Live Creators qui viendront concurrencer aussi au final les cœurs d'activité de la radio. Ce qui éclate l'audience en fait de la radio. La radio ne mourra pas, hein, c'est sûr, oui. Mais l'audience s'éclate un petit peu. C'est Fritz peut-être parfois. Merci beaucoup Mohamed. Merci. On va se retourner vers Amaury, où là on va parler d'un autre sujet, mais on reste dans la voix, dans l'interaction, l'interactivité finalement. Ça va être comment on poursuit la discussion, on imagine de nouvelles interactions une fois que notre programme a été diffusé, ou pourquoi pas en direct aussi. Donc exactement. On est parti c'est toujours l'interactivité, et notamment on a pas mal travaillé avec les médias, on a été accéléré, et ça c'est l'intérêt aussi des grands médias quand ils accélèrent des startups, c'est qu'il y a un écosystème qui se met en place, et au lieu de devenir concurrent, on devient partenaire. Donc j'invite évidemment les médias à se rapprocher des startups comme on peut le faire, parce que c'est hyper excitant pour les deux, et ça c'est vraiment passionnant, et puis on s'appuie sur des gros, et il y a un écosystème qui se crée. C'est le Web 3. Et cette notion de Web 3, alors on parle beaucoup de méta, mais le Web 3, c'est du participatif. Et on le voit bien là encore avec les podcasts. C'est que, et on l'a même sur le média, c'est que les lecteurs, ils sont devenus concurrents des médias. C'est-à-dire par les vidéos, on l'a vu avec les TikTok, on l'a vu avec tout un tas d'acteurs. C'est vraiment l'utilisation modifiée qui fait que si elle n'est pas intégrée et en tout cas suivie, elle peut devenir concurrent du média, ce qui est hyper dommage, parce que c'est pas l'objectif, mais ça peut le devenir. Donc le Web 3, c'est ce côté participatif. On a vu avant, on était sur un mode push, il y a un émetteur, un récepteur, la radio, on allume le truc, on allume le poste, et puis on se retrouve avec un message, et puis on est dans sa bagnole, on est bloqué, on n'a rien d'autre à faire qu'écouter. C'est super intéressant et c'est génial. Si en plus, il y a cette capacité de virtualiser, de modéliser, c'est encore plus immersif. C'est génial ici, mais c'est des belles technos. Par contre, comment on fait pour rendre ça plus participatif? Alors, sur le digital, c'est facile. De toute façon, c'est né pour être interactif, puisque quel que soit l'émetteur, il y a une interaction modérée, parce qu'on voit même sur le social, il y a une marque et plein d'utilisateurs, on a des places publiques, et puis le lien entre la marque et, enfin, en tout cas, le contenu et l'utilisateur, elle n'est pas toujours évidente. Sur la radio, c'est aussi compliqué, parce que là, il faut de la technologie, et pour être capable d'interagir avec la radio quand on reçoit un message, on fait comment? Donc, nous, on l'a appréhendé. Alors, on est spécialiste d'applications vocales. Donc, on a utilisé des plateformes d'applications vocales, et on incite les médias ou les publicitaires à intégrer cette application vocale dans le contenu. Alors, dans la copie télé, dans la copie radio, dans le message, que ce soit un message d'ailleurs de contenu, ou que ce soit animé sur un match de foot, ou que ce soit dans une publicité, pour faire que l'utilisateur, naturellement, il écoute un message et à un moment, on lui dit, si tu veux interagir, dis clac-clac, tu pourras parler avec moi. Et donc ça, c'est ce qu'on a mis en place. On a commencé une première opération qui était commerciale. C'est la deuxième mondiale, parce qu'il y a un Américain qui l'a fait avant nous, mais ils avaient commencé un peu avant. Et on l'avait fait avec Ferro Tic Tac sur une campagne télé TF1 en juillet 2019. Autant vous dire que des enceintes connectées à l'époque, qui est juste un morceau de l'iceberg de l'interaction vocale. On pense toujours que c'est là où il y a tout, mais c'est pas là où ça se passe, c'est ici. 92% de l'interaction vocale, elle se fait sur téléphone, pas sur enceinte connectée. Donc, on a mis en place ce truc-là. C'est un spot télé qui est passé. On a eu 600 000 joueurs. On a fait un quiz musical, parce que c'est Tic Tac Musique. Vous voyez bien avec le comment ça s'appelle, la réglage du son, parce que voilà, c'est leur plateforme de marque pour interagir avec des jeunes. On a eu 350 000 joueurs et il y a eu une augmentation de chiffre d'affaires en magasin énorme, parce qu'il y a eu une expérience.
il s'est passé quelque chose et en plus, on a engagé les utilisateurs. Donc, notre job à nous, avec l'interaction vocale, c'est d'engager l'utilisateur, créer une expérience, créer un lien personnel. Alors, ça amène tout un tas de sujets privés, de privacy, de qui écoute qui. Voilà, vous imaginez bien tout ce qu'il peut y avoir dessus. Donc, notre métier à nous, c'est de faire ça. On l'a fait en 1D, en pur sonore. Donc, on travaille avec Énergie aujourd'hui aussi depuis longtemps pour voir comment on révolutionne l'usage de la radio, au moins pour les annonceurs, parce qu'au début, pourquoi on a pris les annonceurs, c'est pas que pour faire de l'argent, c'est que l'annonceur, il communique beaucoup, il a besoin de créer une expérience et un lien avec la marque. Et il paye pour ça. Donc, tant qu'à faire, autant qu'il paye pour un truc qui engage vraiment l'utilisateur. Et à partir du moment où on le met en avant, il est consommé. C'est comme un podcast. Si je le mets pas en avant, il n'est pas consommé. Donc, si mon interaction vocale, j'explique pas que j'ai un contenu interaction vocale, les gens le consommeront pas, sinon il faudra faire de la pub. Donc, autant que ce soit dans la pub, ça a été notre première stratégie de lancement, c'est de travailler avec tous les médias pour justement partir sur cette logique-là et engager leurs audiences avec tout leur propre raisonnement. Et on travaille à chaque fois avec toutes les cellules, pub, contenu, éditorial. Il y a eu pas mal d'expériences à la télé pour engager l'utilisateur, soit avec des QR codes, parce qu'on passe pas par une assistant vocale, mais on capte la voix quand même après avec une application. Il y a tout un tas de médias qui permettent de le faire. La radio, juste un petit détail, on a une étude, un baromètre qu'on fait avec, qui est financé, qui est trimestriel, parce que ça évolue tellement vite qu'on l'a mis en trimestriel. Il est financé par Énergie et La Poste Business Solutions. Et on s'aperçoit que la radio, l'utilisation d'assistance vocale, j'ai dit c'est 90%, c'est 90% à la maison. Et le deuxième endroit où on écoute, on utilise l'assistance vocale, c'est en voiture. 60%. Et la raison, elle est hyper simple. On est enfermé dans une boîte métallique, on n'a rien à faire, on a les deux mains sur le volant et s'il n'y a personne à côté, on s'emmerde comme un rat mort, sauf quand on écoute une belle histoire ou une belle émission. Mais on n'a pas d'interactivité. Et là, grâce à ça, on peut tout d'un coup avoir un temps, vous savez, le temps de cerveau disponible qu'on a connu sur d'autres médias avec de l'image et de la soumission. Là, l'avantage de la radio et de l'audio, c'est que, en fait, on s'invente son histoire. On se construit tout un univers qui vous est propre et donc c'est beaucoup plus réactif, ça fait beaucoup plus appel à l'intelligence que à la réception d'images qu'on vous force. Donc ça, c'est magnifique. La voix, la radio, c'est des médias magnifiques parce qu'il y a ça. Et donc, quoi de mieux que d'immerger un utilisateur dans son environnement alors qu'en fait, il a un temps exploitable énorme et qu'il n'a rien d'autre à faire que conduire et qu'il peut continuer à parler pour avoir une expérience. Voilà, ça c'est un exemple. Et puis, on a fait un autre exemple d'interaction toujours sur Énergie, notamment avec Chéri, en podcast. Et on s'est dit, un podcast c'est bien, mais c'est pareil, il faut qu'on le trouve. Et puis après, une fois qu'on le lance, c'est pas très interactif. Si on le rendait interactif, et vous deveniez le héros du podcast. Et donc, on a pris Alice au Pays des Merveilles, on a créé un podcast interactif. Donc, vous pouvez le rechercher si vous voulez sur Internet, Alice au Pays des Merveilles, podcast interactif. Et donc, c'est l'enfant avec son micro, donc c'est sur un PC. Et donc, il va activer, il va avoir le micro qui va s'activer, il va pouvoir parler, on va lui poser des questions régulièrement pour pouvoir l'engager et faire que ça devienne une vraie histoire dont il est un peu l'héros. Alors, pas en binaural, mais quand même, c'est déjà hyper chouette. C'est-à-dire qu'on n'est plus soumis, on est interactif, on fait appel à l'imaginaire et on engage. Et on engage régulièrement pour faire justement, il se passe quelque chose et donc ça devient marrant. C'est une super expérience et on crée des belles choses comme ça. Juste pour parler un tout petit peu de technique, alors comment ça se passe pour héberger tout ça? Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il faut finalement pour ça demande rien chez vous, interactif, ça demande rien chez vous, ça demande tout chez moi, parce qu'en fait on a développé des ad serveurs, on a développé des technologies, on utilise différentes plateformes. Alors il y a celle des américaines, parce qu'il y a un moment j'ai pas encore moi ma technologie embarquée dans la voiture. Il y en a certains qui ont déjà fait des accords, mais c'est en train de changer. Parce que toutes ces logiques d'enceinte connectée, d'activation vocale, pour moi, c'est un navigateur. Et dans l'idée, à partir du moment où on comprend que c'est un navigateur, ça veut dire qu'il y a un contenu qui va être accessible. Pour l'instant, c'est comme si j'avais Chrome et je pouvais avoir que du contenu sur Chrome et que mon contenu était accessible que sur Chrome. Et quand je passais sur Edge, j'avais un autre contenu. Demain, ce sera pas le cas parce que de toute façon, c'est du contenu qui va être accessible par un navigateur. Donc, il va y avoir des technologies qui se mettent en place. Ce qui est important, c'est que vous construisiez du contenu pour qu'il soit accessible. Donc voilà, ça se développe sur notre plateforme et après, nous, on les interconnecte avec les autres plateformes. Et donc, quand on crée une application vocale pour la radio, elle va être exploitable sur la télé ou via un QR code ou n'importe où. Mohamed a une question. Yes. Ouais, j'ai une question d'ordre technique sur l'interaction avec les enceintes connectées. Parce que nous, sur Blabla Foot, évidemment, tu te dis bien qu'on s'est posé la question à un moment donné, puisqu'on diffuse sur les enceintes connectées Alexa aujourd'hui, on le diffuse, donc ça c'est facile. Alexa lance Blabla Foot, ouais, il va te lancer. S'il y a un live, tu écoutes, facile. Sinon, il va te dire, il va te proposer des replays, donc tu peux dire, lance-moi ce replay, ça marche. Mais nous, c'est du débat participatif. On s'est posé la question, merde, mais comment est-ce qu'on pourrait faire pour utiliser ces enceintes connectées pour que les gens ils participent,
au débat en tant que chroniqueur avec les enceintes connectées. Je suis chez moi, je dis Alexa lance Blablafoot, prends position, et puis si l'arbitre me fait entrer, j'interagis avec l'enceinte connectée. Aujourd'hui, c'est pas possible techniquement. Est-ce que demain, ça le sera? Probablement. En fait, on l'invente tous les jours, on construit des nouvelles fonctionnalités en fonction des besoins. Et c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'on rencontre un client ou un média, eh ben, on tord le truc, on le modifie, on change le format, on change d'interaction, on change le visuel. C'est pour ça qu'on est passé de 1-2 à 3D. Et à chaque fois, c'est une nouvelle aventure avec une nouvelle chose. Alors après, il y a des plateformes qui sont plus ou moins flexibles parce que potentiellement, ton besoin, il va peut-être pas être écouté chez A ou G, comme il va être écouté chez Toll-Street parce que nous, on est plus petits et qu'on a intérêt justement à ce qu'on éco-construise. C'est notre modèle. Mais bon. Tu veux dire qu'on peut faire appel à toi pour que, parce que A ne pourra pas certainement tordre son truc pour que ça aille dans notre sens, ni G d'ailleurs, mais toi aujourd'hui on peut venir te voir pour que tu lui mettes en place des interfaces sur ces Alexa ou Google Home pour qu'on puisse justement parler en direct dans une émission. Dans la limite de ce qui nous autorise absolument et de ce qu'on veut faire. Absolument. Bon, on développe des applications vocales pour ces plateformes-là et on essaye d'en sortir avec notre technologie. Oui. Et donc avec quelque chose de très très privacy, peut-être que c'est la passerelle que tu voulais, d'avoir une relation privée, protégée, dans laquelle l'audience ne risque pas de recevoir des messages qu'on n'aimerait pas, par exemple. C'est une belle transition que Merci. tu me fais, tout ça. Il est bon, Amaury. Coralie, je voudrais que tu nous parles de... Alors, attends, je vais sortir notre petite... On va la sortir dans de cette 2 minutes. petite chose qui finalement nous fait une ouverture sur tout ça. Là, on vous a parlé d'immersion, on vous a parlé d'interactivité, de moyens d'interagir. Là, on va parler de cette petite chose qui s'appelle Merlin, qui est à destination des enfants, qui finalement sont les auditeurs de demain, les consommateurs médias de demain. Qu'est-ce que c'est que Merlin ? Les enfants sont les auditeurs de demain, c'est déjà les auditeurs d'aujourd'hui et ça fait longtemps que ce sont des auditeurs en réalité. C'est vrai que là, l'initiative dont je parle, elle tranche un peu avec les 3 précédentes parce qu'elle s'adresse spécifiquement aux enfants et que ça conduit à poser différemment la question de qu'est-ce que l'écoute augmentée, parce que les enfants, ça fait longtemps qu'ils écoutent de l'audio, simplement c'est devenu un peu plus compliqué maintenant. On se souvient tous, en tout cas moi je me souviens des moments où j'écoutais en tant qu'enfant sur mon Fisher-Price ou sur mon lecteur cassette ou plus tard mon lecteur dans CD. Dans le manche-disque orange qu'on a tous dû avoir une fois. Ou marron, oui. Et les enfants qui sont nés dans les années 2010, ils n'ont pas de lecteur cassette, ils ont de moins en moins de lecteurs CD et finalement ils n'ont pas d'autre moyen pour accéder à l'audio que de passer par le smartphone de leurs parents. Ce qui est contraignant pour tout le monde, à la fois pour l'enfant, puisqu'il ne peut pas le faire quand le parent n'est pas là. C'est contraignant pour le parent parce qu'on n'aime pas prêter son portable. Ça pose la question des écrans, parce que pour écouter, en réalité, on n'a pas besoin d'écran. Et c'est également anxiogène pour les parents, parce que on est nombreux à avoir fait l'expérience de laisser un enfant devant une comptine sur YouTube et se retrouver un quart d'heure après à se demander ce qu'il est en train de regarder. Et donc, l'initiative Merlin, elle est née d'une réflexion commune entre Bayard et Radio France. Alors, je ne vais pas vous présenter Bayard et Radio France, évidemment, vous les connaissez, mais juste rappeler 2 choses. Radio France, évidemment, son territoire de jeu naturel, c'est l'audio. Et ils ont fait un mouvement vers la jeunesse important ces dernières années. Bayard, son territoire de jeu, c'est la jeunesse à travers ses magazines iconiques. Mais ils ont vraiment mis un pied dans l'audio il y a de nombreuses années, puisque chaque mois, ils envoient à plusieurs centaines de milliers d'abonnés un CD qui accompagne le magazine et qui raconte une ou plusieurs histoires du magazine. Et finalement, pour eux, la question de l'écoute augmentée, c'était comment est-ce que je conserve des enfants dans l'audio ? Comment est-ce que je les conserve maintenant ? Et comment est-ce que je fais en sorte que dans 10 ans, 20 ans, il y ait encore des adultes, des jeunes adultes pour écouter de l'audio, que ce soit à travers la radio ou que ce soit sur des nouveaux formats comme les podcasts. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ramener l'expérience audio chez les enfants ? Et en fait, la réponse, c'est qu'il fallait rematérialiser. Si on ne rematérialise pas, l'enfant n'est pas autonome dans son écoute. Donc, il a fallu recréer un objet pour amener le digital chez l'enfant. Ça peut paraître contre-intuitif, mais finalement, c'est le seul moyen de redonner une belle expérience d'écoute aux enfants. Oui, c'est ça, rematérialiser, redonner un objet et puis lui créer un souvenir comme nous, notre manche-disque. Demain, son souvenir, ça sera
cette petite boîte avec un petit cœur bleu au milieu très, 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 très mignon qui rappelle un petit peu la forme de la dictée magique, hein, pour les plus je te anciens. remercie de dire ça parce que c'est ce que je dis souvent. Oui, moi j'ai une vraie tendresse pour ce design du parce coup, que ça me rappelle aussi, ma dictée magique. Ça génère des émotions même chez les plus. C'est ce qu'on cherche aussi à faire parce qu'il y a aussi toute une logique derrière Merlin qui est une logique de transmission. On a conçu Merlin comme un média pour enfants. Il se trouve que ça passe par un objet qui est dédié et qui permet à l'enfant d'accéder à l'expérience audio sans problème. Mais on a vraiment souhaité concevoir un média à hauteur d'enfant avec tout ce qu'on peut trouver dans un média, de la fiction, qui peut être moderne ou patrimoniale, des documentaires sur les animaux, l'espace, les personnages célèbres, enfin, tout ce qui passionne les enfants, de l'actualité hebdomadaire également, avec un podcast commun entre France Info et Astrapi, et aussi de la musique, alors de la musique pour enfants, avec un prisme qui est comment est-ce qu'on fait en sorte que l'enfant continue d'accéder dans son plus jeune âge à de la musique, notamment du grand répertoire classique, mais de manière ludique, et donc avec des contes musicaux fabuleux qu'on a envie de transmettre encore à ses enfants, comme Pierre et le Loup, le Carnaval des animaux, l'histoire de Babar, et j'en passe. Qu'on avait en vinyle sur l'autre manche disque. Qu'on a écouté aussi en vinyle, oui, absolument. Voilà, autant de formats qui ont disparu et qui ont nécessité de revenir à ça. Et ce qui a rassemblé vraiment Bayard et Radio France autour de ce projet qui a vu le jour l'année dernière, c'est que l'audio et la lecture, on ne les conçoit pas comme un divertissement anti-écran. Moi, j'ai passé des années chez Canal, je ne suis pas anti-écran et je ne suis pas contre l'audiovisuel, c'est un divertissement qui est fabuleux. Mais on se dit, il faut qu'on arrive à faire en sorte que la primauté ne soit pas nécessairement du côté de l'écran et que les enfants puissent garder une expérience valorisante des autres formes de divertissement, qui sont l'audio et la lecture, qui les rassemblent dans une activité qui est très, justement, qui est active. Le cerveau, il est obligé de créer des images lorsqu'il lit des mots ou lorsqu'il les entend. Donc, ça favorise la concentration, ça favorise l'imaginaire, et ça permet de rentrer aussi dans les belles lettres, parce qu'on est obligé de faire attention, lorsqu'on n'a pas d'image à l'appui, que ce soit par écrit ou à l'oral, on est obligé de choisir ses mots correctement. On est obligé de parler un langage qui est précis, qui est nuancé. Et tout ça, ça contribue à l'éveil de l'enfant et à son éducation. Et la dernière chose, qui nous semblait très importante, qui va de pair avec tout le reste, c'est que cet objet, on l'a co-conçu avec Ellipson, qui est un fabricant français d'amplis et d'enceintes. D'ailleurs, l'enceinte est fabriquée en France, parce qu'on voulait que les enfants aient accès à une belle expérience sonore. On voulait pas qu'ils écoutent Pierre et le Loup sur un jouet qui grésille. On voulait qu'ils écoutent Pierre et le Loup, entre autres, sur une vraie enceinte. C'est comme ça qu'on éduque l'oreille, c'est comme ça qu'on transmet l'amour de l'audio. Et c'est comme ça qu'on a voulu concevoir cette expérience. Moi, j'avais des questions. J'ai peur qu'on arrive à la fin et que j'ai pas eu le temps de les poser. Non, je voulais savoir. Donc, je vois qu'il y a une prise casque. Donc, il y a une prise casque. Donc, on peut écouter en stéréo. Ça, c'est bien. Et en binaural. Ouais, voilà, c'est ce que je me disais. Et non, je voulais savoir comment les contenus arrivent dessus. Et comment c'est éditorialisé? Est-ce que il y a du direct? Est-ce que c'est du replay? Est-ce que Alors, oui, merci de poser cette question qui est importante pour nous, effectivement. Alors, c'est pas du direct. Notre enceinte, elle n'est pas connectée. Alors, ça peut paraître curieux en 2022. On aurait pu la connecter, c'est pas très compliqué. Mais on a voulu répondre à un souhait des parents de permettre justement aux enfants d'accéder à une expérience non connectée, une expérience de retour au calme, une expérience dans laquelle on se concentre, on n'est pas sursollicité. Donc, les contenus sont préenregistrés dans la mémoire de l'enceinte et l'enfant peut y accéder offline en naviguant avec les boutons qui sont là, en retrouvant ses favoris grâce au petit cœur bleu. Et lorsqu'on veut personnaliser le contenu de l'enceinte, lorsqu'on veut amener des nouveaux contenus, puisqu'on en propose plus de 200 à tout instant, sans supplément, compris dans le prix, eh bien, on passe par une application sur smartphone et on peut mettre à jour les contenus dans n'importe quelle situation, y compris en mobilité, dans la salle d'attente d'un aéroport, dans une voiture, chez la grand-mère. On n'a pas besoin d'être connecté à un ordinateur. Ça en fait vraiment un outil nomade, un peu comme une radio, mais offline. D'accord. Et les contenus, ça peut être n'importe quel contenu ou c'est uniquement les contenus qui sont édités pour cette enceinte? Alors, on a fermé l'écosystème pour répondre également à ce besoin des parents d'être guidés dans une sélection qui est faite de manière fine, attentive.
Ils avaient besoin de repères, ils avaient besoin de labels. C'est d'ailleurs pour ça que les marques Bayard et Radio France sont très pertinentes, parce qu'elles sont très rassurantes pour les parents et pour les enfants. Sont des éditeurs connus, il y a des magazines connus, des chaînes connues, des vrais auteurs, des héros qu'on reconnaît. En revanche, nous, on fait tout un travail de sélection qui, d'ailleurs, va dépasser le périmètre strict de Bayard et de Radio France, puisqu'on va faire en sorte de pouvoir faire rentrer petit à petit des éditeurs tiers pour aller compléter le contenu et faire en sorte que l'enfant ne tourne pas pendant des années sur le même contenu qu'on aura sélectionné cette année. J'ai une dernière question. Excuse-moi. Est-ce qu'il y a un micro et est-ce que les enfants peuvent s'enregistrer comme on le faisait avec nos cassettes? Non, ils peuvent pas. On n'a pas prévu ça, mais pourquoi pas? Voilà. Ouais. Non, il n'y a pas de micro. Parce que les rendre créateurs, ça peut être rigolo. Ouais. C'est vrai. On l'a pas prévu à ce stade. Ok. Merci beaucoup. Je ne sais pas comment on est en temps, puisqu'on on est à peu près bon là on est dans les délais. 6 minutes. Il nous reste 10 minutes. On fait une petite. Peut-être avez-vous des questions sur tous ces sujets-là? Peut-être des ouvertures, des idées? Est-ce que Merlin est commercialisé? Oui, voilà. Oui, merci. J'ai loupé un message important. Ouais. Et un chiffre. Oui. Merlin a été commercialisé à Noël dernier. On a démarré le projet en début d'année 2021. Il a été mis sur le marché en octobre pour Noël, donc, au prix de 79,90 €. Et on en a vendu 40 000. Donc, on est très content de ce lancement, qui, du coup, valide le fait qu'il y avait un besoin, et de la part des parents, et aussi de la part des éditeurs qui cherchaient à se refrayer un chemin vers les enfants. Et où est-ce qu'on peut se le procurer? Alors, on peut se le procurer sur notre site, déjà, hello-merlin.com. Et on est également présent dans la plupart des grandes enseignes de distribution de produits culturels. Voilà, on a une dizaine de partenaires. Voilà, je ne peux pas en citer un parmi d'autres, mais on est très bien distribué et on n'est pas en rupture. Donc, il y a encore... si tu peux. Merci. Merci. Une question pour le Merlin. Je voulais savoir si le le volume sonore est plafonné pour les enfants. Oui, absolument. On a voulu répondre à tout le cahier des charges de la norme jouet qui bride le son, en effet, à 85 décibels. Donc, le son maximum est bridé. Et puis, il y a 10 paliers de volume pour que l'enfant puisse également s'endormir le soir sans avoir une musique trop forte dans les oreilles. Et j'ai une autre question, excusez-moi. Faut-il un casque spécial pour écouter le son binaural? Alors, il faut un casque stéréo, mais la plupart des casques sont stéréo. Il ne faut pas qu'il soit mono, parce qu'il faut juste un son différent à chacune des deux oreilles. C'est juste le contenu qui est binauralisé. Voilà. Merci. Avez-vous d'autres questions? Pas de questions, tout était clair. On va pouvoir conclure. Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir suivi cette table ronde. Merci à celles et ceux qui vont suivre le replay juste quand il sera disponible. Merci à vous aussi d'avoir accepté l'invitation de Nicolas et de moi-même et des main conférences. Là, on est vraiment dans cet esprit des mains avec de l'innovation, des échanges et du network, puisque je crois qu'il y a 2-3 discussions qui vont se poursuivre autour d'un café. On est vraiment donc dans la partie networking de ces conférences que je vous invite à découvrir et à suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis alors, surtout, n'oubliez pas de vous amuser, d'essayer d'expérimenter des nouvelles formes de narration. Appuyez-vous sur ces exemples de technologies pour créer toujours des expériences plus immersives, plus engageantes pour vos auditeurs et vos auditrices. Et puis les futurs auditeurs aussi, commencer à les habituer à des expériences de ce type-là. Voilà, merci beaucoup et puis à très vite, à très bientôt. Paris Radio Show. Audio, musique, podcast.